Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bien, donc je suppose que pour beaucoup d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez ce film, qui a eu quand même, bon, tout est en relatif évidemment, un succès à l'époque, en tous les cas, un grand succès d'estime. Les spectateurs, qu'ils soient russes, occidentaux ou asiatiques, aucune importance, ont quand même constaté que ça a été un des chefs-d'œuvre du cinéma de cette époque-là, et que ça reste de toute façon un chef-d'œuvre du cinéma. Euh, Là, on a vu que nous sommes qu'au deuxième long métrage de Tarkovsky. Évidemment, quand vous voyez ce film-là et que vous êtes au deuxième long métrage, il a à l'époque à peu près 30-35 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement, on reste quand même un peu stupéfait. Alors évidemment, c'est un film qui n'est pas facile dans le sens où on croit qu'il va vous raconter l'histoire de Roublev. En réalité, le film est en effet à partir de Roublev et de son œuvre, mais en réalité pas du tout. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est une profonde réflexion, interrogation sur l'art et forcément celui qui produit de l'art, c'est-à-dire l'artiste, et toutes les conséquences que cela entraîne, et en particulier l'angoisse de l'artiste, les lâchetés de l'artiste, les peurs de l'artiste, la grandeur de l'artiste, etc. Euh, et avoir fait justement tout le film sur qui devient cette réflexion-là, d'où l'importance évidemment du dernier épisode, c'est-à-dire celui de la cloche, où le personnage de Roublev est quasiment absent, c'est-à-dire obligé de constater lui-même qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que c'est que l'artiste, qu'est-ce que c'est que faire une œuvre d'art, même si c'est une œuvre apparemment pas directement artistique, il y a une cloche, il n'empêche que euh, tout, tout est fait pour ça. Vous avez pu constater, entre autres, que dans la dernière partie, vous avez quasiment tous les personnages que vous avez vus dans le film qui reviennent. Vous avez celui qui ouvre le film, l'espèce de clown qui fait son numéro dans la hutte et que l'on retrouve à la fin attaquant Roublev parce qu'il était un des moines qui sont apparus, un des trois moines, et croyant que c'est lui qui l'avait dénoncé. Euh, Vous avez, voilà, vous revoyez entre autres le frère du prince qui se sert des Tatars pour éliminer son frère et prendre le pouvoir. Et à la fin, c'est lui qui revient en grand prince, etc. Vous avez tous les personnages qui reviennent. Donc, le film est un film cyclique dans le sens où tout renvoie à ce qu'on a, à ce qu'on va voir, à ce que l'on voit et à ce qu'on a vu en permanence. Euh, c'est un film aussi de ce point de vue-là extrêmement intéressant car il l'est fait par paliers. Donc il y a première histoire, bon, mettons la hutte avec le deuxième histoire, troisième histoire, quatrième histoire. Chaque moment de la vie dite de Roublev, mais ce sont que des moments de vie qui correspondent à la vie même de la Russie à l'époque et non pas directement de Roublev, en particulier par exemple toute l'attaque des Tatars, Roublev est quasiment absent. La vérité est que Roublev, en effet, je crois que c'est en 1408, si je me mémoire, est à Vladimir. Je ne connais pas Vladimir, mais enfin, je sais qu'il a peint à Vladimir. Je crois qu'il reste d'ailleurs encore de ses peintures dans cette ville, qui avait donc été attaquée à l'époque par les Tatars. Bref, que vous prenez n'importe quel épisode, alors, bien sûr, il y a quelques-uns où il est extrêmement présent, mais c'est toujours en inquiétude et pas vraiment en création. C'est-à-dire, vous n'avez pas
un seul moment du film où vous le voyez peindre, pas un seul moment. Donc tout est fait sur, en effet, on connaît la peinture de Roublev puisqu'il est le grand peintre byzantin russe, même s'il y en a d'autres, c'est vrai, mais lui est d'abord russe, alors que le peintre que l'on voit au départ, qui était Théodose, ou Théodase, enfin je crois que c'est Théodase, lui est un peintre byzantin, c'est vrai, mais d'origine grecque, donc c'est un grec qui est venu en Russie, qui s'est installé, et Roublev, tout ça est exact, Roublev est venu travailler avec lui, et à partir de cette rencontre, Roublev ensuite est devenu peintre et a peint à Moscou, a peint à Vladimir, a peint dans d'autres villes, et donc est devenu le grand peintre de cette époque. Et, et Tarkovsky s'est intéressé justement à voir les effets et en particulier l'importance de Roublev par rapport à la Russie. Dans le sens artistique, Roublev est considéré, je pense que ça doit être vrai, un peu comme le fondateur culturel, ou en tout cas artistique, de l'idée même de la Russie. Enfin, je veux dire que la plupart des artistes russes, en particulier picturaux évidemment, font référence constamment à Roublev, de même que par exemple en Occident, on fait référence en effet à la peinture de la fin du 15e, enfin de la fin du 15e siècle, puisque là on est au 15e siècle, et au début du 16e. Là on est à peu près à l'époque, enfin si on fait la comparaison en France, là on est en 1400, ça s'est terminé en 1429 pour le 1430. À la même époque, c'est Jeanne d'Arc en France, en 1429. Donc là, on est à peu près avant. Je me suis amusé à réfléchir pendant le film. Normalement, quand on le voit en 1408, Jeanne d'Arc n'est pas encore née. A priori, elle a réellement eu 19 ans. Je ne sais pas quel âge elle avait véritablement. Mais donc, on est exactement à cette époque-là. Et pour les Russes, évidemment, Roublev, avec juste raison, et le film se termine. Ce qui était extrêmement intelligent de la part de Tarkovsky se termine par la vue, la vision des œuvres de Roublev, en couleur évidemment. C'était aussi extrêmement intelligent de terminer le film par la couleur, et de terminer par la couleur sur la peinture de Roublev, ce qui est évidemment tout à fait remarquable. Bon. Alors tout ça, ce sont des données que vous avez pu constater par vous-même. Alors on va peut-être reprendre un peu le dialogue. C'est-à-dire d'abord, premier point, quels sont ceux qui voient le film pour la première fois? Donc ceux qui l'avaient déjà vu, vous n'êtes pas nombreux, c'est ça. Bon, alors ceux qui l'auront vu, je pense que vous avez constaté que c'est encore bien meilleur que la première fois. Bon. Et ensuite, pour ceux qui le voient pour la première fois, je pense que vous avez quand même aussi pu constater que c'est quand même un film tout à fait extraordinaire, vraiment, dont la construction est quand même très audacieuse. Là, c'est une construction des années 60, donc juste après la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'on rompt avec la narration de la dramaturgie de l'action, d'une action qui se développe pendant tout le film, qui aboutit à la fin du film, pour revenir à ce que j'ai déjà dit, je pense, enfin, si on prend l'Amérique, le cinéma américain est fait sur la fin et le happy end, donc la fin heureuse. Et un film américain de cette époque-là a toujours été construit pour qu'est-ce qui va se passer à la fin. Bon, donc il faut arriver à la fin. Ici, vous avez pu constater que justement, c'est une succession de chapitres indépendants, donc je le répète, les uns des autres, tout en ayant quand même un même sujet qui est l'histoire d'un peintre, mais qu'on ne voit jamais peindre, on voit plutôt en difficulté de création, en tout cas en angoisse, en inquiétude, jamais véritablement en action d'artiste faisant les choses, mais plutôt en action de quelqu'un qui est en doute total de lui-même.
Donc là aussi, ce que cherche à travailler Tarkovsky, c'est l'exploration, non pas du métier, mais de ce qui est le propre de l'artiste, c'est-à-dire de l'angoisse même de la création. C'est pour ça que le dernier chapitre, celui de la cloche, il fallait prendre justement un jeune intrépide qui ne connaît rien, mais qui y croit, et parce qu'il y croit, il va réussir. Ben, d'accord, il a peut-être des dons, c'est ce qu'on lui dit d'ailleurs, c'est ce que lui dit Roblev, mais fondamentalement, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas créer. Donc, toute l'angoisse, évidemment, de l'artiste face à la création et en fonction de la création. En même temps aussi, le problème de la création ici artistique étant évidemment relié chez Tarkovsky, comme toujours, on a déjà évoqué la dernière séance, c'est-à-dire la création en tant que spiritualité. Donc, le côté chrétien qui est très, très, très présent dans le film, mais ce qui est tout à fait logique à l'époque, car c'était partout, que ce soit en France, en Occident, enfin, ou en Russie, si peut-être catholiques, pas protestants encore, parce qu'ils sont pas encore arrivés, mais, ou orthodoxes, je veux dire que c'était quand même sur la même idée. Et ici, la religion ou la spiritualité, ce qui me semble le plus important à dire que la religion en tant que telle, il n'empêche que le personnage de Roublev est quand même lié à cette spiritualité, puisque dans la réalité historique, il était moine, en effet, et donc c'est un moine. Même si c'est un moine, bon, mais d'où l'importance, par exemple, de la scène, de la séquence admirable de la sorcellerie, où évidemment le rapport à la chair, là, est directement exprimé dans un moment qui est évidemment relié aussi, et qui est aussi dans nos Moyen-Âge à nous, et qui est comme dans celui de la Russie, c'est-à-dire le rapport à la sorcellerie, donc du rapport à l'amour, donc le rapport à la chair, et en même temps les interdits de la religion par rapport à ça, et donc du péché. Enfin, cette séquence-là, on peut se demander pourquoi elle vient dans ce film sur Roublev. Or, justement, ça fait partie là aussi de la notion des croyances, des sentiments, et de ce qui est le propre de l'artiste, le rapport au charnel, et en même temps de s'interdire la facilité par rapport au charnel. Donc, ce problème-là, qui est aussi un problème de l'artiste par rapport à sa création. Alors, quand on regarde le film sous cet aspect-là, on s'aperçoit évidemment que c'est un film de réflexion et non pas un film d'action. Donc, si c'est un film de réflexion, la façon de le traiter sera faite sur constamment des mouvements où on voit les gens agir, oui, on les voit aller. Mais en réalité, peut-être pas. Enfin, amusez-vous pour les prochains films de Tarkovsky. On s'aperçoit que c'est la caméra qui joue le mouvement. Et la plupart du temps, vous avez des gros plans de personnages, ou bien, c'est-à-dire des plans très généraux, l'écran admirable, l'écran large à l'époque, qui vient de commencer il n'y a pas longtemps, et le Technicolor, enfin pas le Technicolor, le cinémascope a commencé en 1953. Là, nous sommes 10 ans plus tard. Bon, les Russes, on a mis beaucoup de temps, par exemple, en Occident, en Europe, et donc en Russie, à adopter le cinémascope ou l'écran large, comme on dit aujourd'hui. Mais bon, maintenant, quand Tarkovsky fait ce film en Russie, bon, on lui accorde le droit de faire un film justement en écran très large, c'est comme vous avez pu le voir. Donc à ce moment-là, de pouvoir jouer à fond cette dimension
de l'écran et de s'en servir évidemment comme idée du fond pictural, puisque le film est, de ce point de vue-là, très pictural. On peut dire aussi, justement, c'est une chose intéressante dans la façon dont Tarkovsky a travaillé, c'est-à-dire qu'il a travaillé en cinéaste, oui, mais en même temps en peintre. Et ça, c'est très, très visible, et d'où le jeu de rapport constamment dans le film entre les personnages, et en particulier les visages des personnages, et le fond qui est derrière. Et c'est un jeu qui travaille constamment. Par exemple, si je retourne sur la scène des sorcières, ben, au départ c'est quasiment lointain, et puis peu à peu, ce fond qui est là et qu'on n'aperçoit pas, dans un coup prend présence sur l'écran, et c'est lui qui maintenant absorbe la caméra où elle était pour l'obliger à rentrer dans le fond de l'écran. C'est-à-dire que c'est un jeu constamment sur le fond, le proche, et en même temps un jeu je dirais enfin, de projection. Où est-on par rapport à ce qu'on voit? Et bien, vous avez par exemple une séquence tout à fait extraordinaire pour ça. C'est la séquence où, d'un seul coup, il y a un fantôme. C'est-à-dire qu'il revoit Théodase, tout l'épisode avec Théodase, lorsque Théodase lui demande de travailler et lui refuse, enfin, tous ces moments-là, Théodase est mort, et donc il y a un moment de fantôme. Donc vous avez là encore un jeu d'approche et de recul. C'est extrêmement... enfin, c'est d'une intelligence et surtout d'une sensibilité sur qu'est-ce que c'est que justement, donc je répète, l'art, l'artiste, mais en même temps aussi qu'est-ce que c'est que le cinéma. Comment jouer le cinéma? Jouer le cinéma sur l'optique, c'est-à-dire le regard, et plus exactement, ce qui est le propre du cinéma, c'est de l'art cinématographique, c'est permettre ou vouloir faire que l'on regarde ce que l'on voit. Et ici, on oblige à regarder ce que l'on voit. Et regarder ce que l'on voit, c'est aussi avec tous les sens qu'établissent cette façon de filmer. D'où l'obligation, quand on voit un film comme celui-ci, de voir comment il a été filmé et qu'est-ce que ça veut dire que cette façon de le filmer. Qu'est-ce que c'est que ce récit qu'on vous a fait d'une histoire dont on voit, par exemple, quand on a fait les biofictiques, je sais plus comment ça s'appelle, les biopics, c'est ça? Biopics. Les biopics, en général, on vous raconte, oui, il a fait ça, il a fait ça. Alors que là, vous avez vu que ce n'est absolument pas ça le film. Le film est vraiment tout un jeu de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un artiste, qu'est-ce que c'est que l'art, etc. Qu'est-ce que c'est que aussi. Et l'art, non seulement pour un individu, non seulement par rapport à un clan. Par exemple, au début, ce personnage que l'on retrouve à la fin, qui n'a pas voulu partir avec Roublev parce qu'il est jaloux, parce que bon, les rapports entre artistes, entre ceux qui réussissent, les grands, et les ratés, ceux qui sont jaloux, etc. Vous avez cette donnée-là. Bon, mais ce qui est important, c'est l'artiste, le milieu artistique et les rapports entre artistes, mais aussi à quoi sert l'art. L'art, c'est pas pour un individu, c'est pour l'humanité. D'où l'importance, évidemment, quand on voit le film, on se dit par rapport à quoi nous sommes avec un peintre, qu'est-ce que c'est que cette histoire de la cloche? Qu'est-ce que c'est la fiche là, la cloche? Si ce n'est que, justement, pour finir sur l'art, c'est fait pour l'humanité tout entière. Donc toute cette foule qui est là vient pour l'art. Et à ce moment-là, en effet, la cloche qui a priori, bon, c'est une cloche, ça a un superbe travail, tout ce que l'on veut. Et en effet, comment
il y a en sous-jacent ça l'idée que le petit fondeur qui croit donne une leçon d'art à Roblev. Voilà aussi l'idée. Et que cette leçon de l'art, c'est si l'on croit, à ce moment-là, en effet, on ouvre cette croyance à l'humanité et on fait don de cette croyance à l'humanité. Voilà le sens du film. Et le terminer à ce moment-là par l'œuvre même de Roblev, évidemment, c'est très intelligent, quoi. Alors, quand on dit qu'un film comme celui-ci est un chef-d'œuvre, c'est pas pour tel ou tel plan, non. C'est, je dirais, alors le plan dans ce sens-là, dans le plan dans sa généralité, c'est-à-dire la pensée même d'un artiste, donc de Tarkovsky, sur qu'est-ce que c'est que l'art, à partir du plus grand peintre, enfin disons le plus grand peintre de cette époque-là pour les Russes, qui est quand même, vous le savez d'ailleurs, je le répète, c'est ce peintre qui a d'une certaine façon fédéré une certaine culture de la Russie et n'oubliez pas qu'à l'époque, la Russie n'existe pas réellement. La Russie va naître après cette époque-là. Elle mettra en fait presque trois siècles avant de véritablement naître au moment des tsars machin. Bon, je sais plus au début du XVIIe. C'est ça qui est là aussi important. Et en même temps aussi, ce qui est magnifique dans le film, c'est comment Tarkovsky, évidemment, éduqué dans un régime marxiste, et qui reste, ou qui va être quand même très pénétré par tout le fond religieux russe, et qui va en fait essayer de retransmettre cette spiritualité russe, ou de l'âme, ce qu'on appelle l'âme russe, à travers son œuvre. Et qui va, donc, je vous l'ai déjà dit, en subir les conséquences, puisqu'il partira donc chassé d'une certaine façon, exilé par rapport à la Russie, et mourant à Paris en 86, alors que... mourant à Paris en 86, alors que la Russie va changer, le régime soviétique va changer à partir de 89. Et on s'aperçoit qu'actuellement en Russie, c'est quand même cette idéologie un peu spiritualiste de cette ancienne Russie qui a repris le pouvoir. Donc c'est intéressant de voir aussi Tarkovsky exprimer cela. Bon, je ne porte aucun jugement ni d'un côté ni de l'autre, ça ne me regarde pas, mais c'est vrai que c'est intéressant de le voir quand même transmettre, ou en tout cas que son cinéma transmet une culture, une culture russe. Oui. Les Russes se reconnaissent s'il y a des Russes ici, ils doivent se reconnaître très, très, très facilement dans l'esprit même de ce cinéma-là, que ce soit ce film-là ou les autres films de Tarkovsky. Alors voilà ce que j'avais déjà à dire sur ce film. Je pense que vous avez aussi des choses à dire. Je vous dis juste simplement, pour ceux qui étaient là le mois dernier, que le jeune acteur qu'on a vu, c'est-à-dire Yvan, qu'on a vu dans le film dernier, et celui qui fait le fondeur. Le jeune fondeur, donc il a quand même il a grandi entre-temps, il a 4 ans de plus. Et donc c'est lui qui fait le fondeur. Enfin, entre parenthèses, il reste un bon comédien. Je ne sais pas s'il était dit ce comédien, je ne connais pas assez le cinéma russe en définitive, mais quand même un admirable comédien. Bon, voilà, je vous laisse la parole. Oui, madame. Je vous remercie, bonsoir. Oui. Au-delà du fait que le comédien est le même, pour rebondir sur ce sur quoi vous terminiez,
le comédien est le même, mais je faisais aussi un lien entre les personnages qu'il joue. Autant dans l'enfance d'Ivan, c'est un personnage aussi idéaliste, hein, et qui croit, en fait, qui a une certaine forme de foi. Et là, de nouveau, le rôle du fondeur, c'est aussi celui qui croit et qui va très loin dans cette croyance, puisque quand personne n'y croit, il arrive quand même à construire. Et surtout, son père ne lui a rien transmis. Oui, en plus, c'est ce qu'il dit. Mais ça, en plus, c'est un peu plus complexe que ça, car mon père ne m'a rien transmis. En d'autres termes, j'ai été élevé, moi Tarkovsky, j'ai été élevé quand même dans le régime communiste, mais on m'a quand même transmis. Et l'âme russe, on me l'a transmise. Voilà, sous-jacente. Bon, Maintenant, pour avoir un regard un peu plus critique, si vous me permettez, hein, sur ce film, et il y a quelque chose qui, moi, m'a beaucoup pesé quand même, c'est la place de la religion. L'art, certes, mais la religion de façon un peu exubérante, à mon goût. Oui, mais justement, c'est tout le problème russe, là. Hein, c'est plus notre problème. C'est le problème de l'âme russe qui a été reliée à la religion. Et quand ça s'est libéré du marxisme, quand on voit aujourd'hui à quel point elle est redevenue présente et en effet pesante. Bon, ça se voit. Mais je ne peux pas, comme nous n'avons pas à prendre parti pour ça. C'est vrai que, bon, c'est une expression, on n'est pas du tout obligé de. C'est tout. Mais ce qui est très beau, c'est la façon dont, malgré tout, il en fait quelque chose qui ne me choque pas. C'est pas mon truc, mais ça ne me choque pas. Tout. C'est pas de la propagande, quoi. D'autres réactions? Oui, pardon. Attendez. En même temps, Permanence y croit avant tout en l'homme, je trouve, dans ce film. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le personnage de ce jeune garçon, qui, comme dans l'enfance d'Ivan, a perdu ses parents. Il a perdu ses parents, là aussi, d'après ce que j'ai compris. Dans le film précédent, c'était là-dessus. Il avait perdu sa mère. On avait tué sa mère. Voilà. Et entre parenthèses, les communistes. Oui. Dans le film précédent. Donc ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a la religion, mais en même temps, il nous transmet, enfin Tarkovsky, qu'il faut d'abord croire en soi et en l'homme, et qu'il faut avoir du désir pour arriver à créer. C'est-à-dire que si on croit en rien, on ne peut pas créer, on ne peut pas transmettre, et on ne peut pas faire partir de l'humanité, on ne peut pas faire avancer l'humanité. Et la cloche, pour moi, elle représente quand même la transmission, parce que quand on sonne la cloche, on fait passer quelque chose. Et je me demande si c'est effectivement pas un petit peu voulu d'avoir choisi la cloche pour, pour le désir de création et de transmettre. Et en plus, je trouve ça, enfin, mis à part ça, moi j'étais fascinée de voir comment on construisait une cloche. C'est très intéressant au niveau, comment dire. Ah ben oui, c'était vrai, hein. Comment ? C'est absolument exact oui. Sur la fabrication des cloches à l'époque. C'est passionnant de voir ça. Et puis, alors il y a une scène que j'ai beaucoup aimée quand vous parliez de la place de la caméra et comment il nous happe pour avoir un point de vue. C'est lorsqu'il va découvrir la coulée d'argile et on est en haut de cette espèce de colline et on a l'impression qu'il y a très peu de profondeur de champ et en fait quand la caméra va se déplacer on se rend compte que c'est très très loin, en fait qu'on va très loin, qu'on descend très loin et on descend avec le sonneur. Oui, mais alors ça justement c'est l'autre chose dont on avait déjà parlé le mois dernier, le rapport à la nature chez Tarkovsky. Quand tout à l'heure je vous parlais du fond, le fond de l'écran, c'est-à-dire
tout ce qui remplit l'espace qui est libre par rapport au personnage, elle est très souvent liée à la nature. Quand vous commencez le film, ça commence sur l'eau. Et les personnages sont sur l'eau, etc. Ensuite, on sort de l'eau, et on commence à aller dans l'église. Et dans l'église, cette idée magnifique, justement, cette façon de construire un film. Vous commencez sur cette séquence où on vous montre des choses. Et on croit que, finalement, on va monter une cloche. Et en effet, c'est un personnage qui monte et qui s'envole. Et l'idée de faire s'envoler un personnage à l'époque, déjà étrange. Mais donc, il faut s'envoler. Bon, et ensuite, on revient, on redescend, et on redescend dans les marais. Là encore, les gens dans les marais, l'eau, etc. Mais ensuite, constamment, vous avez la nature, et en particulier dans cette séquence-là, c'est parce que, en effet, il glisse sur la nature, il est directement en contact avec l'eau. N'oubliez pas, au départ, la pluie bien souvent dans le film. L'eau, la terre, et en même temps la chute, le terrain, quoi. C'est-à-dire donc la chose concrète et réelle, qu'à ce moment-là, c'est là où il trouve la bonne, je sais pas quoi, la bonne boue, quoi. Moi, ce qui me passionne, c'est quand un artiste trouve exactement comment dire les choses qui lui sont importantes à dire, quoi. C'est-à-dire, là, on ne crée pas. Il faut bien faire, et pour bien faire, il faut savoir ce qu'il faut faire et avec quoi il faut le faire. Alors, toute l'histoire de la cloche, justement, c'est chercher la matière, se trouver à partir de la matière, à partir donc des choses telles qu'elles sont, et arriver à la vérité. La notion de vérité est aussi une chose fondamentale dans le cinéma de Tarkovsky, où en effet il y a des illusions, mais il faut craquer les illusions, les désillusionner pour atteindre le vrai. Et la notion de vérité est chez lui très importante. Alors évidemment, c'est là le problème, c'est que sa vérité est aussi un peu chrétienne. Hein, donc bon, ça c'est son problème. C'est pas bien. Donc c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est fait sur cette... Alors c'est intéressant sur la notion de vérité, dans le sens que les films... Alors, si vous prenez un film américain qui fait justement un biopic, vous aurez beaucoup de choses qui sont totalement artificielles sur le décor, etc. Là, il y a une volonté, je dirais presque néo-réaliste. Bon, nous sommes, c'est vrai, 20 ans déjà, même 25 ans après Rossellini, donc après le néo-réalisme italien. Le néo-réalisme qui a quand même été un moment important dans l'évolution du cinéma, et en particulier le moment où on a quitté le cinéma, le classicisme cinématographique, pour trouver un nouveau style, et en particulier ce nouveau style qui va être mis en place par la nouvelle vague en 60. Mais cette nouvelle vague n'est pas que française. Cette nouvelle vague se pratique en même temps dans d'autres pays, que ce soit au Japon, que ce soit au Canada, que ce soit en Amérique, etc. Donc, et en Russie aussi. Le nouveau cinéma russe commence dans les années 60. Donc tout ça va se jouer sur un désir de revenir à une réalité. Donc dans cette réalité, deux choses. Un, de plus travailler constamment, ce qu'a fait le cinéma américain, qu'avait imposé le cinéma américain classique, c'est-à-dire le futur. On est et on va vers le futur, et il faut atteindre le futur, il faut construire sur le futur, s'approprier le futur, etc. Cette notion qui est enfin, si on prend la culture américaine et son idéologie, il faut arriver
Et chacun doit réussir. Et la réussite, c'est prendre pied et fonder, et donc s'approprier le futur. Je veux créer ma maison dans le futur. Je veux me marier dans le futur. Et donc, on prend ce que va instaurer le néoréalisme italien, qui va être ensuite repris et avoir des répercussions de différentes façons, ça va être un certain réalisme, c'est-à-dire à ce moment-là, une nouvelle temporalité, un nouveau travail sur la temporalité. Donc ne plus travailler passé-présent pour aller vers le futur, c'est le présent, et en effet qui s'accroche au passé, et donc travaille sur l'instant, et l'instant n'a pas d'avenir. L'instant est une suite de successions. Une succession d'instants. Bon, alors qu'il y ait un mouvement général, oui, c'est forcément, mais il n'empêche qu'on n'est pas maître du futur, on n'est pas maître du présent, simplement il faut s'adapter, et c'est un jeu d'adaptation. C'est un jeu d'adaptation, vous n'avez plus la continuité, vous êtes constamment en discontinuité, donc vous êtes forcément en morcellement. Donc, sur le style, l'écriture de Tarkovsky, il n'est pas le seul, hein, attention. Mais ça devient de plus en plus l'écriture d'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, ce sont des écritures cinématographiques discontinues. Mais vous l'avez, par exemple, dans les autres arts. La littérature a fait la même chose à partir des années 60. La peinture, le fait de dire, entre parenthèses, j'étais stupéfait d'ailleurs en voyant l'œuvre de Roublev, de se rendre compte, on est 4 siècles de distance, et à quel point c'est moderne. Ah, c'est stupéfiant, on a l'impression de voir de l'art d'aujourd'hui. Il serait... Enfin, en 1900, il fait autant de scandale que les peintres qui apparaissent à ce moment-là. C'est tellement stupéfiant je dirais, de travail de l'espace mental. C'est incroyable. Je m'excuse parce que c'est vraiment la pensée que j'ai eue tout à l'heure. De voir à quel point c'était sur les lignes, etc. Enfin, sur cette écriture, c'est... et c'est ce travail-là sur la temporalité qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez une œuvre, par exemple, il y a une œuvre, je vous conseille, et malheureusement, je crains que je sais pas, vous l'avez peut-être passé vous, mais je crains que ce soit déjà fini parce que le film ne marche pas du tout. Et c'est quelqu'un qui est très influencé par Tarkovsky et qui est Lars von Trier, qui est un Danois, et son dernier film, qui est un film tout à fait remarquable et qui est absolument attaqué par beaucoup de critiques, défendu par d'autres critiques, alors on le défendrait, et moi le premier d'ailleurs, dans le sens où je trouve que c'était vraiment un grand chef-d'œuvre, mais très, très pas facile du tout, et qui est la maison qu'a construite, je ne sais pas quoi, le titre, de toute façon, moi les titres, je les oublie, et qui est très travaillé, lui-même se réclame de Tarkovsky, et très travaillé comme Tarkovsky, c'est-à-dire que vous n'avez pas une histoire qui se déroule, non, vous avez 5 paliers différents, qui ont, et en même temps, chacune renvoie à des histoires, et l'ensemble fait en effet une réflexion. C'est plus une histoire, ce sont des réflexions. Et le Von Trier est très intéressant sur l'idée de notre humanisme, enfin de notre civilisation humaniste. Juste préciser le titre du Lars von Trier. Comment ? C'est The House That Jack Built. La maison qui... Je ne sais pas s'il y a une traduction en français, non, de ce titre. Le titre est en anglais, il me semble. Hein, oui, ça a pas été... The House That Jack Built. C'est ça. Voilà. La maison que Jack construit. Que Jack a construit, voilà. Ou n'a pas construit, enfin je ne sais plus.
Non, qu'il a construit. Qu'il a construit. mais c'est fait au fond, quand on voit ce film-là, bon, Von Trier est 10 fois plus radical encore. Mais c'est ça, comme construction. Une construction que, finalement, le public ne suit plus parce qu'il ne sait plus comment le suivre. Mais ça me semble être, en tous les cas, l'évolution d'un grand cinéma, que ce soit le cinéma de Godard, etc. C'est-à-dire qu'un cinéma qui, en effet, aujourd'hui, refuse de s'intéresser à une action qui monte, et une seule action, mais au contraire, une succession de moments. Et cette succession de moments introduit la notion de rupture, etc. Les ruptures entre plans. Alors ici, on est... là, il faudrait presque travailler plan par plan pour vous montrer à quel point ce sont des ruptures, mais pas des ruptures véritablement. Mais ce sont quand même tout le temps des mouvements d'appareil qui font que vous êtes... c'est l'appareil qui conduit. Ce n'est pas le récit qui conduit, c'est l'appareil qui conduit. Donc c'est lui qui fait le mouvement et c'est lui qui entraîne. Et donc vous n'avez plus le rapport d'un plan qui vient du plan précédent et qui annonce le plan d'après. Et donc qui fait le lien, et on passait ce qui était le cinéma classique, où on passait d'un plan à un autre plan, et c'était justement la notion de continuité. Alors que de plus en plus, le cinéma aujourd'hui, et le grand cinéma, devient de plus en plus discontinu. Un plan, un plan, un plan, un plan. Et à chaque plan, rupture, rupture, rupture. Ce qui est, au fond, logique. Si vous prenez ce qu'était le cinéma au départ, c'est une pellicule. Une pellicule, regardez, mettons, 24 images, c'était 16 images au départ, bon, aucune importance. 24 images par seconde. 24 images par seconde, c'est 24 images. C'est-à-dire qu'il y a une image, une image, une image, une image, une image. Si vous regardez bien une pellicule, vous apercevez qu'une image, il y a une rupture, il y a un petit blanc, enfin un petit noir, qui n'a d'importance. C'est-à-dire que vous avez le petit carré ou le petit rectangle d'une image, puis un autre rectangle, puis un autre rectangle. Vous avez rupture entre chacun des plans déjà sur la pellicule. C'est-à-dire que déjà, le montage n'est pas à la fin du travail de cinéma, déjà le montage est dans la pellicule au début. Et le cinéma moderne travaille cette rupture. Et c'est pour ça que, par exemple, les gens sont complètement déroutés quand ils voient du Godard, etc., parce que Godard travaille de plus en plus sur cette notion de rupture. Puis il y en a d'autres, justement, Lars von Trier, etc. Enfin bon, le vrai grand cinéma d'aujourd'hui est intéressant pour ça. Alors, en revanche, vous avez l'occasion de voir Renoir. Bon, Renoir, c'est le cinéma classique. Mais l'intelligence de Renoir, c'est qu'au fond, il le cache, mais c'est aussi quand même des moments, instant, moment. L'histoire n'est pas comme dans le cinéma hollywoodien, qui était quand même aussi un cinéma commercial ou industriel, comme on veut, n'est pas enrobé. L'histoire vient d'eux. Et quand on voit l'œuvre de Renoir, c'est là où Renoir on peut l'admirer, c'est qu'en fait, il filme la vie. Et s'il filme la vie, il filme justement que des moments qui se succèdent sans que ces moments ont été voulus ou préparés. Ils sont imprévus. Et donc, le jeu de l'imprévu. Et ici, cette façon de filmer, c'est déjà ça. Et c'est pour ça que Tarkovsky reste un cinéaste primordial dans la dans l'évolution même d'un autre cinéma qui est celui qui arrive après les années 60. Enfin, que c'est déjà prévu avant, mais réellement après les années 60. Je ne sais pas si d'autres personnes... Quelqu'un veut intervenir?
est-ce que, peut-être dernière question, juste comme ça, pour ça, est-ce que des gens se sont ennuyés au film ou pas? Parce que moi, je trouve ce film passionnant, mais je peux me tromper. Hein. Chacun est libre. Comment? Vous êtes trouvé ennuyé un peu? Ouais. Ah ouais, il faut s'y faire. Il faut s'habituer à ça. Mais le cinéma devient de plus en plus ça, hein, le grand cinéma. Moi, je trouve pour un film qui fait 3 heures, une fois qu'on a passé le premier quart d'heure, c'est étonnant à quel point ça passe vite, au contraire. Enfin, moi, j'avoue que j'ai été vraiment happé par le film. Hein. Ah, c'est très culotté, hein, sur cette construction-là. Et puis, il y a aussi, peut-être signalons quand même que c'est du cinéma russe. Bon, Izombo, à l'époque, on est dans les années 60, bon d'accord, Staline est mort, Khrouchtchev, je ne sais plus si à l'époque il doit être parti, Khrouchtchev doit être... il part quand Khrouchtchev, 62-63 je crois. Enfin bon, il va être remplacé par Brejnev et tout le reste, bon, aucune importance. Mais tout ça est très lourd, mais faire un cinéma comme celui-là en Russie à l'époque, il faut vraiment être comme notre petit fondeur de cloche. Il faut vraiment en vouloir. Hein, parce qu'imposer un cinéma comme ça, et en plus, l'imposer avec tous les moyens. Car vous avez pu constater que c'est digne du cinéma américain. C'est pas, ça a coûté, ça se voit, ça a dû coûter cher. Tous les personnages, etc., tous les lieux, les constructions, quand on vous bâtit, enfin, bon, d'accord, quand on rebâtit des villes, on aperçoit des villes derrière, bon, toute l'attaque des Tatars, tout ça, c'est du cinéma lourd au point de vue production. Et il faut vraiment avoir... ce qui était le cas de Tarkovsky à l'époque, de quelqu'un sur lequel la production, enfin, donc l'institution cinématographique russe compte énormément. C'est-à-dire que, bon, voilà un grand cinéaste, ils en ont l'intuition, donc on va l'aider. Ensuite, il va devenir trop dérangeant, donc on va le foutre à la porte. Il n'empêche que on lui a donné des moyens énormes pour faire un film. Bon, d'accord, ils ont Roublev aussi. Alors, donc Roublev, avec ça, c'est la Russie, donc... mais n'empêche, c'est pas simple. Et par la suite, dans les films d'après, Tarkovsky aura des difficultés de production. Enfin, il y arrivera. Et c'est pour ça qu'il va passer à la science-fiction. Ça lui permettra de pouvoir obtenir des moyens, puisque c'est de la science-fiction, donc forcément, il faut des moyens. Voilà. Et ça, il y a aussi la difficulté de pouvoir s'exprimer selon les conditions qui appartiennent à tel régime, que ce soit des productions de cinéma ou que ce soit de politique. C'est pareil. Oui, pardon. Comprenez-vous la scène finale? Comment comprenez-vous la scène finale où les fresques de Roublev sont effacées par la pluie? C'est vraiment, après cette magnifique... ça m'excuse parce qu'il les a filmés. Pardon? Attendez, vous parlez des peintures? Ça, c'est une critique sérieuse du régime, qui laisse ainsi s'effacer le patrimoine national, enfin la richesse nationale. Oui, mais je m'excuse, mais bah oui, mais parce que c'est comme... Dites, ça a quand même 5 siècles. Hein. Et en Russie, donc ça n'a pas été très entretenu tout le temps. Hein. Oui, mais il le montre. Il y a eu ces éclairs de couleurs, cette partie très joyeuse montrant la richesse de la peinture de Roublev. Mais après, la dernière séquence, la dernière image, ce sont ces fresques, c'est tout son travail qui s'efface peu à peu sous la pluie. Alors, est-ce une critique du régime, ou bien est-ce que Roublev veut montrer
comment dire, un peu également la fragilité de l'art. Ah ben là aussi, Il y a si on veut, oui. l'explication. Ben oui, mais de toute façon, là, on sait bien que l'art est fragile. Si vous détruisez bon, Je vais terminer sur une image un peu... Comment? C'est dommage, j'ai terminé sur une image un peu triste. Je regrette un petit peu, j'aurais préféré qu'il s'arrête sur ce carnaval de couleurs. Ah, c'est bien, vous rêvez. Malheureusement, tout ce qui est terrestre est mortel, un jour ou l'autre. Bien entendu. Ce qui me frappait aussi, c'était, si vous voulez, je voudrais revenir sur la cloche. Là, par contre, c'est un moment joyeux, la cloche. C'est cette grande, ce bourdon qui sonne enfin dans la campagne russe. Et il est accompagné d'un, comment dire, de carillons. De carillons également très, très joyeux. Donc c'est un moment d'optimisme et de joie pour le peuple russe qui renaît à ce moment-là. Au début, on n'a pas de cloche, on n'a rien, on a le peuple russe écrasé. Et Roubliev montre à la fin ce peuple qui renaît, le carillon, le gros bourdon qui sonne comme le bourdon des cloches de Paris, Notre-Dame. Ce bourdon, et puis ces carillons, dont le tintement est très joyeux, et montrant, et ce qui va en chambre, c'est le grand prince Kirill qui passe en majesté, si vous voulez. C'est après la destruction, l'anéantissement de la horde des Tatars. C'est donc Roubliev marque une petite touche d'histoire dans ce film. Et là, ça se termine, alors justement, cette fois-ci, par contre, en gaieté et en optimisme. Je vais compris en quoi? Oui. Moi, écoutez, oui, mais je trouve que... Ce que je veux dire, c'est qu'il part également une des petites touches de peinture historique. Oui, mais enfin, il n'empêche que quand même, il y a l'idée. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas assez bien l'histoire russe, comme je pense la plupart d'entre vous. Mais donc, je suppose que c'est un fait historique que ce prince que l'on voit, ce grand prince que l'on voit à la fin, donc c'est le frère qui a trahi son frère et a pris la place. Ben oui. Comment? Non, mais, je veux dire que ça doit historiquement être vrai. Donc, comment? Non. Le fait qu'il ait... il n'a pas pris ce prince qui est le frère et dont on voit qu'il est accompagné par les Tatars pour prendre le pouvoir. À la fin, c'est lui qui a pris le pouvoir. Bon. Ça doit être historique. Bon. À l'époque, ça devait se faire. Et puis, vraiment, ça s'est fait, même en France. Mais le fait que ce carillon, ou cette cloche, va être en effet la joie du peuple russe, il n'empêche qu'il nous le montre. Il ne s'est pas amusé à mettre un autre prince. Il nous montre justement que c'est le frère qui a pris la place à qui a fait tuer son frère par les Tartares et qui a pris la place. C'est quand même pas gentil quand même. Peu importe, non, c'est vrai. Non, mais je veux dire que ça doit, historiquement, c'est vrai. Mais en même temps, bon. C'est comme si, puisque je m'amuse à refaire un peu l'histoire. Mettez 15 ans de plus. Vous avez Jeanne d'Arc. Et si on vous dit aujourd'hui, on vous fait un film sur Jeanne d'Arc en montrant à quel point c'était Charles IX, non, c'est combien c'était qui? Charles VII. Charles VII qui a plus ou moins aidé, qui a permis que Jeanne d'Arc soit livrée aux Anglais parce que elle commençait à l'embêter. Bon, je ne suis pas sûr que ça plairait beaucoup.
Mais je crains fort que, historiquement parlant, ça sera un peu de vérité, quoi. C'est-à-dire que c'était très bien Jeanne d'Arc, mais elle commençait à devenir un peu embêtante. Comment? Ouais. Non, mais je veux dire, si vous faites un film sur Jeanne d'Arc, vous aurez du mal à le faire passer, ça, oui. Oui, bien sûr. Alors, la peinture italienne hein, de la même époque. Et qui sont habillés exactement comme le sont dans la peinture italienne de l'époque, en effet, les personnages. Ils sont habillés de la même façon, ils sont habillés à l'italienne. Et en effet, ça veut dire aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est maintenant, cette Russie-là commence à recevoir l'Occident. Et l'Occident vient là-bas. C'est pas innocent non plus. C'est l'ouverture de la Russie au monde extérieur. Voilà ce que ça veut dire. Et pour ça, il y a eu un prince félon qui a pris le pouvoir, au final. Ça arrive. Bon, écoutez, en tous les cas, j'étais très heureux que vous voyez le film dans son intégralité, sans difficulté, sans que personne soit sorti pendant la séance. Et maintenant, on va voir d'autres films très différents. Comment le prochain, c'est Solaris. Le Solaris. En janvier. On va passer à une autre vision. Voilà, merci beaucoup. Merci.